simultanée, clients bien évidemment, mais également employés. Donc tout ça doit se faire également selon des attentes en B2B qui sont majeures et qui sont celles du service, qui sont celles d'un engagement et d'un accompagnement dans la durée avec l'entreprise et d'un engagement bien évidemment de résultats. Alors dans l'entreprise, ça va se traduire en face avec une notion d'écoute, de diagnostic et de service à valeur ajoutée qu'on va devoir apporter à cette entreprise. Et ça sont des choses qui sont vraiment spécifiques et plus spécifiques encore au B2B parce qu'il y a une complexité qu'on va bien évidemment gérer au travers de 3 grands axes que sont la technologie, l'organisation, la compétence, le savoir-faire, le savoir-être, et tout ça va être articulé autour de la data. Alors, un parcours B2B, il est plus long, il est plus complexe qu'un parcours B2C. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que ça va changer effectivement pas mal de choses dans notre démarche, parce qu'on a dans l'entreprise des prescripteurs, des décideurs, bien évidemment, des utilisateurs, des intégrateurs, des acheteurs. Donc, on a une multiplicité d'interactions avec un groupe plutôt qu'avec un seul individu en B2C. Et cette multiplication des intervenants, elle va nous rendre la tâche un tant soit peu plus difficile en termes de connaissances et on va devoir devenir un Einstein de la connaissance de nos différents interlocuteurs pour maîtriser les différents process et maîtriser leur motivation. Alors en plus, on est dans un climat aujourd'hui, dans une société un petit peu anxiogène, on est un petit peu épié, on est sous le feu de la performance et de la productivité en permanence, on est soumis à un diktat du temps, bien sûr parce qu'on est à l'heure de l'Internet, on est à l'heure du temps réel, on est à l'heure de la simultanéité, donc il faut que l'information circule vite et on va devoir, pour répondre à cette problématique de notre société anxiogène, apporter des services, encore une fois des services à valeur ajoutée qui vont permettre d'apporter de la sérénité, de la détente et du calme à notre client. Et c'est là où on va faire la différence. Alors la première étape, dans les 3 étapes clés qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la connaissance. Et cette connaissance, elle va nous permettre de comprendre davantage, d'interagir, de servir et d'anticiper. Alors, cette connaissance, bien sûr, on la retrouve au travers en B2C, bien sûr, mais je l'ai dit en préambule, elle est plus compliquée en B2B parce qu'on va avoir différents types de personas. Et le persona, c'est quelque chose aujourd'hui de fondamental dont l'objectif va être de définir des scénarios d'utilisation d'un produit ou, alors excusez-moi, c'est d'un produit ou d'un service et d'affiner une stratégie de positionnement ou de promotion de nos produits ou services. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un persona? Vous avez dû déjà entendre ce mot ici dans votre parcours. Eh bien, ce sont des personnages fictifs qui vont permettre de définir des profils d'utilisateurs cibles dans un contexte qui est le nôtre. Donc, on va étudier ces gens en termes de caractéristiques, en termes d'habitude de travail, en termes de motivation personnelle et professionnelle, donc en termes de besoins qu'ils ont par rapport à nos services, de quels usages ils vont avoir de nos différents services. Donc, les personnages sont toujours utilisés par rapport à des services et des besoins qu'ils vont en avoir et des usages qu'ils vont en avoir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été lancé dans les années 99 pour pouvoir étudier l'interface utilisateur et ça a été dérivé bien sûr au niveau marketing parce que de plus en plus, voulant satisfaire le client, on est obligé d'étudier de façon approfondie quels sont ses comportements, comment s'informe-t-il, quelles sont ses relations qu'il peut avoir avec notre entreprise ou qu'il peut même avoir avec nos concurrents. Donc tout ça va nous permettre de mieux positionner notre entreprise. Et aujourd'hui, les personas sont vraiment en vogue parce que 44% des marketeurs ont recours aux personas aujourd'hui, mais très rapidement, dans les 12 prochains mois qui viennent, des études nous montrent que 73% de ces marketeurs auront recours aux personas en B2B. C'est quelque chose qui est plus évolué aujourd'hui en B2C, mais en B2B, on entre également dans cette dimension pour mieux connaître les gens, parce que jusqu'à présent, on était plutôt sur des typologies et des segmentations descriptives. Vous connaissez peut-être RFM. Quelqu'un ici dans la salle peut me dire RFM? C'est pas la station de radio RFM? Ah,
Une première réponse, Florent sera le premier à taper. Voilà, très bien. Donc, récence, fréquence, montant par rapport aux achats. Ça peut être aussi des typologies PMG, petits, moyens, gros clients. Ça peut être des typologies sur le cycle de réachat. Bon, on peut avoir différents types de typologies et jusqu'à présent, c'est ce qu'on faisait en se basant donc sur les datas qu'on avait en termes de consommation. Et ça permettait de définir une stratégie, un business plan, un positionnement marketing, de concevoir des services B2B, sa stratégie commerciale. Mais on voit qu'avec les personas, on va pouvoir renforcer encore plus puisqu'on est rentré dans quelque chose de bien plus concret en termes d'études sur les positionnements, donc sur la conception des services. Tout à l'heure, je parlais de l'usage des services digitaux où on étudie davantage encore les motivations et les usages de nos personas, de ces personnages fictifs qui représentent des acheteurs réels ou des utilisateurs réels, et donc d'améliorer encore les plans de promotion et la stratégie de contenu. Alors, l'information aussi en B2B, elle bouge beaucoup. Elle bouge beaucoup et elle bouge d'autant plus qu'elle est plus riche et plus complexe que celle qu'on pourrait avoir sur un particulier, par exemple. Et j'ai pris le cas de la base nomination, qui est une base de 45 000 entreprises, 200 000 contacts, et qui mensuellement fait un certain nombre donc, de mises à jour. Vous voyez, il y a 930 nominations, il y a 540 départs. Alors ça, c'est bien sûr des informations moyennes par rapport au mois, mais qui sont annualisées donc en moyenne, et enfin là on est sur des données mensuelles, 980 speakers, 150 conférences, et ça c'est l'apport aussi de la digitalisation qui nous permet d'aller chercher de l'information sur le net de façon automatique, plus ou moins automatique, et donc de compiler de l'information comportementale sur notre client, et on voit ici que cette information est 525 signaux d'affaires, 300 articles de presse, 15 000 mises à jour, 15 000 mises à jour sur cette base, donc 15 000 mises à jour mensuelles sur cette base, toute information confondue. Donc, vous voyez qu'une base de données B2B, ça évolue considérablement. 4100 nouveaux contacts par mois et on a la capacité aujourd'hui donc de pouvoir accéder à ce type de service extérieur avec aussi des nouveaux services qui viennent avec l'open data, nous permettent d'enrichir notre information pour contrôler les mises à jour et les mouvements de fonction qui sont en moyenne de 10% sur les bases de données, mais ça peut être plus selon les types de cibles que vous avez. Si vous travaillez sur des artisans, ça ne sera pas la même chose que si vous travaillez sur des PME ou sur des grands comptes, bien évidemment, parce que on a des taux de mise à jour assez différents en fonction des professions. Et puis, on peut avoir également d'autres problématiques de doublons dans les fichiers, de doublons entreprises, de doublons individus qui vont nous fausser la vision unique du client et qui vont perturber cette connaissance donc qui est stratégique pour adapter nos positionnements, notre offre, nos services. Donc, comment est-ce qu'on va construire cette vision unique du client? Aujourd'hui, on va mettre en œuvre des moyens qui vont nous permettre de traiter une information à caractère structuré. J'ai évoqué tout à l'heure des informations qu'on allait chercher sur le net, mais c'est des informations qui sont de deux natures, donc structurées pour certaines et déstructurées pour d'autres. Donc, quand on a des informations structurées, on peut avoir, comme on peut le constater sur ce schéma, des informations qui viennent du CRM, qui viennent de la vente, qui viennent du marketing, qui viennent du web, qui viennent des aspects ERP ou des aspects SAV, des informations qu'on va consolider, qu'on va mettre dans ce qu'on appelle un data warehouse, qui ici va s'appeler un référentiel client unique, par exemple, à partir duquel on va pouvoir, grâce à l'enrichissement, la qualité de données qu'on aura fait, l'harmonisation de la qualité de données qu'on aura faite, faire du décisionnel, de l'analyse pour avoir encore une meilleure connaissance client, et puis gérer ces campagnes omnicanales. Et puis on a un autre type de données qui sont celles des données non structurées. On va pouvoir analyser des lignes de tableau Excel, par exemple des emails, des PDF, d'autres médias qui vont nous permettre de renseigner encore davantage sur des aspects plus comportementaux, nos fiches sociétés et de connaître un peu mieux l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle des data lakes. Et c'est ce qui va permettre d'alimenter le CRM, l'ADMP, donc ces outils qui vont nous permettre ensuite d'interagir avec les entreprises et de systématiser, le cas échéant, donc des échanges pour délivrer des messages et délivrer surtout du contenu à valeur ajoutée à bon escient.
Voilà, donc cette vision unique du client, c'est quelque chose de difficile à réaliser dans le sens où il faut être méthodique, dans le sens où on a pléthore d'informations, on est dans le big data, mais c'est quelque chose d'essentiel qui participe donc à la connaissance client, cette connaissance client qui va nous permettre donc de mieux gérer les processus de motivation et de décision dans l'entreprise, d'autant qu'on a cette multiplication d'interlocuteurs qui travaillent plus ou moins bien d'ailleurs ensemble et qu'il va falloir réunir pour savoir quel levier on va pouvoir agir, sur quel levier on va pouvoir faire pression pour faire basculer la balance en notre faveur. Voilà, donc en plus, s'ajoutent aujourd'hui des aspects toujours plus contraignants de réglementation. Donc il va falloir coordonner dans l'entreprise un certain nombre d'acteurs qui sont entre les prescripteurs, les utilisateurs, les intégrateurs. Il va falloir mesurer un certain nombre de choses pour être donc au top en termes de performance commerciale. Deuxième grande étape, c'est celle de l'autonomisation du client, c'est-à-dire qu'on va devoir lui offrir de la valeur et de la productivité pour le rendre encore plus autonome, moins dépendant, puisqu'il est dans un cycle de gestion du temps qui fait qu'il doit pouvoir se connecter, obtenir son information le plus rapidement possible lorsqu'il en a besoin, lorsqu'il est disponible, parce que c'est également une vraie problématique que d'être capable de gérer, d'être là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Et donc, il va falloir aussi augmenter sa visibilité pour pouvoir être trouvé donc très rapidement. Alors, le client doit être autonome dans sa recherche. Donc, c'est lui offrir, être les premiers à lui fournir des réponses rapides quant à ses questions et ses interrogations d'un client pressé, mais qui recherche une réponse précise et détaillée. Et puis donc produire du contenu de valeur pour que le client, du contenu de valeur pour le client, pardon, et l'exposer dans son contexte global client et non pas dans son contexte global à soi. Ça veut dire que bien souvent, on a des prestations qui vont s'insérer dans un cycle plus général, dans un process plus global, et donc il va falloir adapter son discours à ce contexte plus global pour pouvoir mettre en situation le client et mieux lui faire mieux percevoir notre offre et nos services. D'ailleurs, la production de contenu, c'est pour 78% des directeurs marketing l'avenir donc du marketing. Et c'est vrai que les livres blancs, les webinars en font désormais partie et l'offre est généreuse en la matière. Alors, comment est-ce qu'on augmente sa visibilité? Donc, je vais vous lister un certain nombre, je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous me pourrez poser des questions le cas échéant, mais c'est des choses que vous connaissez déjà. Mais j'ai relisté ici le référencement du site web, parce que ça, c'est aujourd'hui dans le digital, le client qui vient nous chercher. C'est moins nous qui allons chercher le client. Voilà, ça, c'est une des grosses évolutions du digital. On doit s'exposer, donc on doit avoir un référencement de site web qui est performant. Bien sûr, on va travailler aussi sur tout ce qui est advertising, donc la publicité en ligne au travers des AdWords notamment. On va travailler beaucoup avec les réseaux sociaux pour s'afficher et partager le contenu qu'on va pouvoir faire, notamment au travers des webinars, au travers du livre blanc, ou au travers d'articles qu'on va pouvoir publier donc via son blog ou les plateformes d'agrégation comme fuzz.fr par exemple ou fuzz.com. Et puis vous avez bien sûr votre notoriété que vous pouvez améliorer via la presse, la publicité, le salon, les sponsoring ou les jeux concours. Donc tout ça va nous permettre d'augmenter notre visibilité sur le net et de donner l'opportunité de se faire contacter donc pour générer du leads et rendre le client plus autonome dans ses recherches et notamment dans sa relation fournisseur. On va lui donner la possibilité de simplifier cette relation pour que 24 heures sur 7, il puisse dialoguer avec nous, même si la réponse peut être différée, mais typiquement les espaces clients où on peut télécharger une facture, payer sa facture ou rentrer en relation via un système de ticketing, de tickets donc pour faire des réclamations, gérer un SAV, voire même par exemple chez Amabis, on a des téléservices qui permettent de rendre totalement autonome le client sur des aspects de qualité de données. Donc il va télécharger en ligne son fichier et il va pouvoir payer en carte bleue la normalisation postale d'un fichier, enfin ce genre de travaux qu'on propose par ailleurs donc directement en ligne et ce d'une façon totalement autonome pour le client.
Un client plus productif et accompagné, si vous avez la capacité d'intégrer vos prestations dans la chaîne de la relation client de votre client final avec ses propres clients et donc de l'accompagner dans la durée pour le rendre plus performant, plus productif, eh bien c'est quelque chose qui va forcément être valorisé, qui va faire que vous allez vous inscrire dans un cycle de rétention, de cycle de fidélisation. Vous allez pouvoir conserver plus longtemps votre client, vous rendre indispensable à ses côtés et donc fluidifier, apporter cette sécurité que j'évoquais tout à l'heure. Donc dans cet environnement anxiogène, vous allez pouvoir vous engager à ses côtés et lui garantir une proximité et un service de qualité qui va vous rendre indispensable et donc qui va vous permettre d'établir des relations très fructueuses avec lui et sur le long terme. Troisième et dernière étape, c'est une expérience client globale grâce à une entreprise orientée client. Alors, aujourd'hui, le parcours client, c'est souvent, lorsqu'on parle marketing, situé avant-vente, alors qu'un parcours client, ça concerne l'ensemble du parcours dans l'entreprise. Ça concerne bien sûr l'avant-vente avec l'identification du besoin, la recherche d'informations, la comparaison de prix et de devis, donc qui nous impose de nous exposer au travers de la publication de contenu, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais c'est également la partie vente, avec toute la production qui va en découler, production et livraison. Alors, ce n'est pas forcément une livraison au sens e-commerce du terme, mais c'est une délivrabilité de nos services et de la réalisation de notre prestation au sens large du terme. Et puis, c'est une partie après-vente hyper stratégique parce que c'est là où on va passer d'un client éventuellement satisfait à un client vraiment très satisfait qui va, grâce à la gestion de ses avis et même de sa recommandation, va devenir un ambassadeur. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui évolutif, un monde dans lequel la technologie nous bouscule en permanence et fait qu'on n'est pas à l'abri des bugs dans tous les domaines et donc on ne va pas forcément nous reprocher le fait de ne pas être au top dans tous les domaines en permanence. Simplement, il faut être capable de réagir rapidement par rapport à un incident qu'on peut avoir d'un point de vue technique et ça, avec la digitalisation, tout le monde en connaît. On ne peut pas les éviter parce que même OVH dernièrement a connu un gros bug avec deux sujets différents d'ailleurs, mais qui sont coordonnés le même jour. Donc, il faut savoir rebondir, il faut savoir mettre en place les tirs correctifs pour éviter que ça se reproduise. Il faut savoir communiquer avec le client, il faut savoir le rassurer. Voilà, tout ça va faire que c'est autant d'opportunités pour renforcer votre confiance avec lui, renforcer vos liens avec lui et vous montrer performant. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça? On le fait avec différents critères dans l'entreprise qui est de considérer le client et de le premiumiser, je vais revenir sur le sujet, de le rassurer bien sûr et de le sécuriser. Alors c'est mieux reconnaître ses clients parce qu'un client reconnu est un client reconnaissant et du fait que j'ai amélioré ma connaissance client par tous les artifices stratégiques qu'on a évoqués en première étape, on va effectivement pouvoir mieux comprendre qui il est et mieux le servir, donc mieux le valoriser. C'est une culture orientée client dans l'entreprise qui va être issue d'une volonté de direction générale qui doit être correctement partagée pour donner une entreprise qui soit dans une dynamique positive. Alors ça, c'est facile à dire, mais comment est-ce qu'on arrive à ces prérequis qui aujourd'hui sont essentiels pour se distinguer dans cette compétition qui fait qu'on est exposé au travers de cette digitalisation, on est à un clic et à quelques secondes seulement de notre concurrent. Donc comment est-ce qu'on en arrive là? On en arrive là par un maître mot qui est celui de la créativité. Et là, je vais passer 3 diapos qui sont essentiels. C'est peut-être les 3 diapos les plus fondamentales de ce webinaire. C'est la créativité de tout un chacun dans l'entreprise. Et pour y arriver, il va falloir rentrer dans une logique de libéralisation. En fait, je vais dire de libéralisation, c'est pas ça, mais il faut donner à chacun les moyens de s'exprimer. Donc, il va falloir donner du pouvoir, de la délégation à ces gens-là. Donc, rentrer dans un cycle de développement personnel, dans un cycle de compréhension des mécanismes de motivation, de besoin, et notamment de comprendre que, sans rentrer dans des débats psychologiques importants, l'aspect besoin et l'aspect désir sont 2 choses différentes, voire complémentaires, mais est-ce qu'il y a des gens qui maîtrisent cette notion de besoin et de désir? Parce qu'on a tous aujourd'hui des besoins,
Et ces aspects besoins sont relativement fondamentaux. Je ne vais pas parler de la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, mais néanmoins, on a des contraintes dans l'entreprise et on a des besoins, le désir étant une des solutions qu'on peut apporter pour combler un besoin. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, on rencontre souvent des difficultés à cause des conflits de désir. C'est-à-dire que mon désir pour satisfaire un besoin va s'opposer au désir d'un de mes collègues ou de mon management pour d'un autre désir. Et en fait, c'est des conflits de solutions qu'on a plutôt que des conflits de besoins. Donc, il faut savoir respecter les besoins de tout un chacun et trouver dans les solutions disponibles pour ces besoins-là celles qui ne rentrent pas en conflit avec les solutions qu'on a besoin par ailleurs. Donc, identifier correctement les besoins et trouver conjointement des solutions qui vont satisfaire le maximum de gens dans l'entreprise. Et ce que je dis là pour l'entreprise est valable chez nos clients. C'est-à-dire que chez nos clients, il faut bien comprendre, il faut bien faire la distinction entre besoin et désir. Le client peut afficher un désir alors qu'en fait, il a une vision très particulière pour résoudre un besoin. Donc, c'est dans cette distinction qu'on va pouvoir apporter les vraies solutions. Bien comprendre donc le diagnostic que j'évoquais tout à l'heure, ça nécessite une qualité d'écoute essentielle. Et cette qualité d'écoute, elle va se faire parce que les gens de l'entreprise sont dans cette dynamique positive, avec cet engagement qui font qu'ils sont réellement présents et dans l'écoute du client et du client aussi interne, puisque on collabore tous ensemble en mode projet dans l'entreprise. Et le troisième maître mot pour tout ça, c'est bien évidemment d'avoir un management qui est participatif. Le management autoritaire des années 80-90 a vécu, parce que, encore une fois, pour apporter de la créativité dans les services, et la créativité, ce n'est pas forcément une créativité artistique, mais il faut que les gens puissent s'engager, soient vraiment présents à ce qu'ils font, et dans un discours qui est général et qui suit la stratégie globale de l'entreprise. Donc ça signifie bien évidemment que cette stratégie soit correctement affichée et partagée par tous, mais ce management participatif va amener de la délégation. Alors, qui dit délégation dit également contrôle, contrôle et surveillance de ce qui se fait, mais à tous les niveaux, on va déléguer davantage de la façon de pouvoir résoudre les problèmes à tous les niveaux d'entreprise pour que les gens puissent être dans une réactivité maximale vis-à-vis du client, que ce soit d'ailleurs un client externe ou encore une fois un client interne entre services, de façon à fluidifier et à amener cette rapidité dont on a besoin pour être performant et productif. Alors, en synthèse, du B2C au B2B, c'est toujours plus. C'est toujours plus parce qu'on a besoin, compte tenu de cette complexité de B2B, de consolider la connaissance pour mieux comprendre, répondre, servir et anticiper. Alors, vous aurez encore une fois des diapos non coupés parce que le changement de police de caractère ici, c'est mal fait et du coup, voilà, les diapos sont un petit peu coupés. S'exposer davantage et digitaliser pour rendre le client plus autonome et plus productif. Et puis, bien évidemment, le troisième point, c'est optimiser l'expérience client à tous les étages pour sécuriser et valoriser ce client pour qu'il devienne un ambassadeur. Alors, tout ça, ça nous amène à un marketing relationnel agile et une vision 360 degrés qu'on a chez Amabis. Alors là, je vais vous parler quelques instants d'Amabis. Donc cette vision 360, elle est là pour amener une finalité qui est d'optimiser le parcours client. C'est le Customer Experience Management. Et pour ça, on a 3 leviers, 3 moyens. Le premier, bien sûr, c'est la business intelligence pour connaître, analyser, comprendre, prédire son marché et ses clients. On en a parlé ici. C'est répondre, vendre, servir, interagir et de façon omnicanale, bien évidemment, avec des outils qui sont le CRM, le PRM, le Prospect Relationship Management et les programmes de fidélisation efficient. Et puis, c'est une approche globale du data management, donc de la data client, qui va nous permettre de mettre en place, de mettre en musique l'ensemble de ces choses-là. Et cette approche, elle se fait selon trois critères essentiels que sont l'organisation dans l'entreprise, l'aspect humain que j'évoquais tout à l'heure au travers du savoir-être et du savoir-faire, et puis la technologie. Donc on a forcément des livrables qui vont aller dans ces 3 directions, et puis sur 3 métiers complémentaires dans l'entreprise, donc 3 approches complémentaires, une approche marketing commercial,
une approche système d'information et digitale et une approche importante et de plus en plus importante qui est une approche réglementaire parce que vous le savez, dès qu'on manage de la data aujourd'hui, il y a des contraintes avec notamment le RGPD. Voilà. Et du coup, on est conseil éditeur intégrateur sur deux grands axes. C'est un axe qualité de données, c'est un axe référentiel client unique, donc vision unique du client, un axe CRM, un axe prospect, un axe business intelligence, un axe marketing automation, donc un axe qui va permettre d'interagir et d'automatiser des interactions pour délivrer au-delà du message d'ailleurs une valeur ajoutée qui soit spécifique pour le client et qui lui apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, donc des analyses descriptives, prédictives du parcours client et puis des infogérances de la data. Des références dans tous les domaines d'activité, bien sûr l'assurance, la distribution, l'automobile. Et voilà, j'en ai pratiquement terminé et dans les temps. Pour vous dire qu'avant de passer à la séance de questions-réponses, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Amabilis Data Management et revoir un certain nombre de replays de nos précédents webinaires qui traitent de tous ces sujets. Le prochain webinar dont on va essayer de définir là maintenant le sujet, si vous avez eu des réflexions, sinon il sera défini d'ici la semaine prochaine, vous le retrouverez donc le 7 décembre et on va tout de suite passer sans plus attendre à la séance de questions-réponses par rapport à ce webinaire. Voilà, vous avez le chat pour vous exprimer. Donc je rappelle que vous allez retrouver le diaporama bien structuré puisque le petit souci de police de caractère nous a fait qu'on a eu quelques coupures. Merci Nizar. Bonjour Hassan, voilà. Très bien. Désolé Eric, j'avais noté 11h30 sur le webinaire. Vous me mettez le doute, mais à bientôt. Vous pourrez nous consulter de toute façon via amabilis.com. Alors, quelle méthode préconisez-vous pour la collecte de feedback à chaud des clients? Alors, il y a plusieurs types de méthodes et là, je dirais que c'est difficile, Henri, de répondre à votre question comme ça, brûle pour point, sans connaître votre contexte. Vous êtes dans un contexte B2B a priori, puisqu'on est sur un webinaire plus B2B. Alors, ça dépend bien sûr du volume, ça dépend bien sûr de ce qu'on va... voilà, alors Henri est en train de préciser sa question. C'est une bonne question, Henri. Hein. Oui, domaine du tourisme. Mais tourisme, alors B2B, vous adressez donc aux entreprises pour... opérateurs de croisière. Donc ça, c'est une fois que la croisière a été terminée. Alors, on sort peut-être un petit peu du contexte B2B, à moins que... donc là, on a plusieurs types de méthodes à disposition, et je ne vais pas forcément faire une réponse de Normand, mais il faudrait étudier davantage le cas, la volumétrie et ce genre de choses. Mais bien sûr, on pourra faire des collectes online, bien sûr. À chaud, ça peut être sur place même, puisqu'on peut profiter d'une interaction avec les clients pour organiser une petite manifestation de collecte de l'information. Mais vous avez raison, ça permet de comprendre les motivations, de comprendre les besoins, les enjeux de nos clients vis-à-vis d'un certain nombre de points qu'on veut éclaircir. Alors, ce qu'il faut toujours bien définir, Henri, dans ces aspects-là, c'est les objectifs de la méthode de la collecte du feedback à chaud des clients. Henri nous précise sa question. Si vous avez... Ah, sous forme de texte. Donc après, c'est pour faire du text mining, donc pour analyser les verbatims. Je pense que ça doit être ça la question. Donc aujourd'hui, il y a des outils de verbatim qui vont nous permettre de codifier effectivement et de sortir des thématiques sur les sujets. Alors, la collecte peut se faire de différentes façons et bien sûr, l'idée c'est que ce soit digitalisé pour pouvoir faire des analyses contextuelles et verbatimes pour pouvoir tirer des grandes tendances sur les informations qui vont sortir. Donc là, encore une fois, définition de ce qu'on veut étudier pour pouvoir orienter les questions et savoir comment poser ces questions pour quand même encadrer un tant soit peu le questionnaire.
et puis savoir aussi combien de questions on peut faire, parce que selon le contexte, vos croisiéristes, enfin les gens qui seront en croisière, donc, seront plus ou moins à même de répondre à des questions plus ou moins longues. Et là aussi, on pourra peut-être fermer plus ou moins les questions, donnant des QCM qui permettront peut-être aussi d'engager donc des analyses plus factuelles. Voilà, aujourd'hui, Henri, c'est ce que je peux vous dire. Alors, Florent, une autre question? Merci, Florent. Alors, je vous rappelle, hein, dès que j'aurai terminé, dès qu'on aura clôturé cette session, je mettrai en ligne le diaporama et vous pourrez le télécharger. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur amabis.com et sur la chaîne. Un bon début de réflexion, Henri. Oui, merci. Effectivement, ça mérite un audit, une petite étude plus précise de ce que vous faites et de la façon dont vous êtes organisé aujourd'hui sur le sujet. Merci Karima, merci à tous. J'étais ravi de vous retrouver. Maintenant, ceux qui ne nous connaissaient pas au début, nous connaissent un tout petit peu mieux. Alors, manifestement, personne n'a eu de sujet de webinaire qui pourrait découler de celui-ci à nous suggérer pour le 7 décembre. Donc, vous nous retrouverez la semaine prochaine. On va définir, ce n'est pas les thèmes qui nous manquent, hein, mais on va définir, on voulait vous offrir cette possibilité d'interagir avec nous et de nous faire un feedback et de participer justement dans ce management participatif. On fait participer aussi les clients, les prospects sur la production de contenu, donc de nous dire pour le 7 décembre quels étaient vos desiderata sur le sujet. Donc sachez que en l'absence de propositions, c'est nous qui vous ferons une proposition. J'espère vous retrouver très prochainement sur notre chaîne Amabis Data Management. Je vous remercie à tous de votre écoute attentive. Je vous souhaite une belle fin de semaine, une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.